Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la première fois de la chaîne, nous n'allons pas faire une vidéo qui va prodiguer l'amour des sciences. Non. Cette fois, nous allons nous amuser à mettre un coup dans les burnes dans la science. Un coup d'amour, bien évidemment, et surtout un coup de plaisir, car aujourd'hui, on va chercher à s'amuser. On va traiter des scénarios possibles où la science, et par extension certaines avancées humaines, pourraient tout simplement mener à la fin de notre espèce telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va passer de scénarios moins réalistes, comme le fait de créer un trou noir qui pourrait tous nous absorber, jusqu'au scénario de guerre nucléaire, probablement le scénario le plus plausible. Bon, pendant des années, on a fait face à cette image, ce mythe qui racontait que des chercheurs sous terre avec d'immenses accélérateurs de particules pouvaient s'amuser à créer un mini trou noir qui pourrait grossir encore et engloutir le monde entier en une fraction de seconde. Et pour être honnête, ça serait une très bonne scène d'ouverture dans un film, hein. Mais en réalité, c'est peut-être l'un des scénarios catastrophiques scientifiques les moins plausibles qui existent. Je pense sincèrement que la physique des particules impressionne beaucoup parce qu'elle travaille avec des choses qui sont presque impossibles à se représenter. On parle d'objets plus petits que les atomes, d'énergie énorme concentrée dans des espaces minuscules, de forces invisibles, de particules qui n'existent qu'un instant. Pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste du tout, ça peut donner l'impression qu'en fait les physiciens jouent avec les fondations même du réel et qu'il y a un risque que tout puisse s'effondrer. On a l'impression que ce réel nous échappe, que tout est plus fort que nous. Quand on prend l'accélérateur de particules le plus connu au monde, le LHC, en Suisse, c'est gigantesque pour les humains. C'est une machine immense, coûteuse, évidemment complexe, enterrée dans un tunnel de plus de 27 km. À notre échelle, ça semble très clairement démesuré. Pourtant, à l'échelle de l'univers, ce que produit cette machine reste en réalité minuscule. La nature réalise depuis des milliards d'années des collisions de particules largement plus énergétiques que celles de nos laboratoires. Par exemple, il y a des particules qui viennent de l'espace, qu'on appelle les rayons cosmiques, qui frappent constamment l'atmosphère terrestre, la Lune, le Soleil et d'autres astres, avec des énergies parfois supérieures à celles que nous savons produire dans ce genre d'appareil. Si ce genre de collision suffisait à déclencher une catastrophe cosmique, alors ça se serait déjà probablement produit depuis bien longtemps, hein. Après, ça ne veut évidemment pas dire que les physiciens prennent ces questions à la légère. Au contraire, les grands laboratoires passent énormément de temps à analyser tous les risques possibles, même ceux qui peuvent parfois sembler très improbables. Et d'ailleurs, au moment où le LHC a été mis en route, il y a eu beaucoup de peur autour de la possibilité de créer des mini-trous noirs. En fait, l'idée est toute simple. Si on concentre assez d'énergie dans un point minuscule, peut-on créer un trou noir? Et si oui, ce trou noir pourrait-il grossir au point d'avaler toute la matière autour de lui, puis d'engloutir la Terre? Alors, dans l'imaginaire collectif, un trou noir est un monstre cosmique, une bouche qui dévore toutes les étoiles. Mais un éventuel mini-trou noir produit dans une collision de particules n'aurait rien à voir avec les trous géants que l'on observe dans l'espace. Il serait en réalité extrêmement petit, extrêmement léger. Et là, certains se diront certainement, oui, mais il va tout avaler et grossir. Et ça pourrait être vrai, mais en fait, selon les modèles physiques dominants actuellement, il disparaîtrait aussitôt. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, et selon la physique moderne, un mini-trou noir s'évaporerait presque instantanément. Ça ne serait évidemment pas juste une gueule ouverte dans le sol d'un laboratoire, ce serait plutôt une étincelle théorique, pour enjoliver la chose. Ce serait si bref, en fait, que ça ne pourrait même pas interagir avec le monde. Et je tiens quand même à préciser que pour le moment, on est très loin d'être capable de réaliser un trou noir. J'ai vu sur le blog de Jean-Pierre Luminet que pour créer un trou noir, il faudrait que la gravité l'emporte sur l'interaction nucléaire forte, et que pour former donc un mini trou noir, il faudrait une énergie 1 million de milliards de fois plus grande que celle accessible au LHC en 2015. Donc c'est compliqué. Mais bon, toute cette histoire nous permet de voir que lorsqu'on touche aux éléments fondamentaux du monde, ça réveille une réelle inquiétude. Parce qu'on peut se poser la question, et si le simple fait de comprendre, c'était déjà prendre le risque de déranger? Et si regarder trop loin faisait surgir quelque chose que nous ne saurions pas remettre dans sa boîte? Cette peur, évidemment, n'est absolument pas nouvelle. On le sait, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Prométhée n'aurait pas dû voler le feu aux dieux. La sentence est atroce. Le docteur Frankenstein donne vie à une créature qui ne comprend pas vraiment. Au final, la physique moderne a simplement remplacé ce feu divin par les particules. L'angoisse, elle est toujours là. Pour beaucoup, l'être humain découvre une puissance qui le dépasse. Et je sais que ça peut paraître fou pour certains, mais en réalité, la science fonctionne totalement à l'inverse de ce genre de cliché. Un physicien ne va pas tout simplement pousser un bouton en espérant voir ce qui se passe sans savoir du tout ce qui va arriver. Les expériences sont construites à partir de théories, de calculs, de simulations, les machines sont toujours surveillées, elles sont calibrées, les résultats ils sont comparés, ils sont critiqués, ils sont discutés. Bien évidemment, ça ne rend pas la science parfaite,
Loin de là, on est encore très loin des mathématiques et de ce pouvoir d'échapper à la mauvaise interprétation. Mais en tout cas, cette image du savant solitaire qui pourrait tenter une expérience inédite dans une cave ou dans un garage, c'est totalement faux. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas un Rick Sanchez qui va mener à l'extinction de notre espèce. On ne va pas se transformer en monstre de Cronenberg pour baiser Porty Smith. Les gars auront la ref. Donc au final, même si ce point-là pourrait paraître le plus intéressant, c'est probablement le moins intéressant. Si on doit vraiment retenir quelque chose, c'est qu'il n'y aura probablement pas d'apocalypse soudaine causée par une collision de particules qui créerait un trou noir. Le vrai danger est plutôt dans la manière dont le public peut perdre confiance lorsqu'il ne comprend pas ce que les scientifiques font. Plus une expérience est abstraite, plus elle peut sembler menaçante. Le vide de compréhension se remplit malheureusement très vite avec de la peur. Après, je tiens à dire qu'il ne faut pas se moquer de cette peur, hein. Elle n'est pas stupide, elle est tout à fait légitime. Parce que quand une technologie devient très puissante, il faut demander qui la contrôle, qui l'évalue, qui décide qu'un risque est acceptable. En réalité, ce sont de très bonnes questions. Mais pour les expériences en laboratoire de physique, les scénarios de fin du monde sont généralement bien plus proches de la science-fiction que du risque concret. Donc quand les physiciens font des expériences de fous comme avec le LHC dont le but est de faire avancer l'humanité et que les détracteurs arrivent en disant qu'ils vont juste détruire l'univers sans rien connaître au sujet, pour le dire gentiment, il faut aller se faire foutre. Si vous voulez vraiment vous inquiéter de quelque chose, inquiétez-vous plutôt des décisions politiques qui sont prises trop vite ou qui ne régulent pas assez certaines avancées. La science ne va pas détruire la planète en appuyant sur un gros bouton rouge. Non. Mais comme je l'ai dit, on n'est quand même pas à l'abri de certains risques scientifiques. Et ça va justement être le but de cette vidéo, comprendre les risques scientifiques les plus plausibles pour l'humanité. Et ce n'est probablement pas dans les profondeurs d'un accélérateur de particules qu'il faut regarder en premier. Il faut plutôt regarder ce que nous faisons déjà avec le climat, les IA et les armes. Et justement, puisqu'on parle de confiance, de compréhension et de la manière dont une communauté peut se perdre quand la communication devient floue, je fais une petite parenthèse très concrète. Merci à Brevo de sponsoriser cette vidéo. Brevo, c'est une plateforme tout en un de marketing et de communication client pensée pour aider les entreprises, les créateurs, les freelances ou les petites marques à rester connectés avec leur audience sans devoir gérer 15 outils différents. Si vous avez un projet, une boutique, une newsletter ou une activité en ligne qui commence à grandir, et au moment où répondre à tout à la main, envoyer des emails au hasard, et suivre les gens avec des tableaux partout, ça devient vite l'enfer. Avec Brevo, vous pouvez gérer l'email marketing, les SMS, WhatsApp, le CRM, l'automatisation marketing et même Aura AI au même endroit. Donc au lieu d'envoyer un message générique à tout le monde, vous pouvez créer des communications plus personnalisées, automatiser certains parcours, voir ce qui fonctionne et garder un lien plus propre avec votre audience ou vos clients. Pour moi, c'est typiquement le genre d'outil utile quand on veut structurer sérieusement sa communication sans que ça devienne une pagaille. Surtout si vous essayez de faire grandir un projet sans perdre le contact humain avec les gens qui vous suivent. Donc si ça vous intéresse, utilisez mon code ANTA50 ou le lien en description pour bénéficier de 50% de réduction sur les offres starter et standard de Brevo pendant les 3 premiers mois. Cette offre est réservée aux nouveaux utilisateurs. Bon, la géo-ingénierie, ce n'est pas un nom qu'on entend forcément très souvent. Pourtant, pour certains, ce serait une solution contre le réchauffement climatique. Mon but ne va absolument pas être de dénoncer le domaine, hein, je pense même qu'il est important de continuer la recherche là-dessus. Simplement, on va s'amuser à voir les risques, forcément. Car quand on touche au climat, on touche à l'un des scénarios les plus susceptibles de mener à la fin de notre espèce. La question est donc assez importante. Bon, quand il fait chaud en été, on a plusieurs manières de refroidir notre appartement, ou maison pour certains. On peut mettre des plantes pour apporter de l'humidité, on peut ouvrir les fenêtres le matin ou faire des courants d'air afin de garder l'air frais, puis fermer les volets pour éviter que la chaleur et l'air chaud ne rentrent. Et ensuite, si on voit qu'il y a encore des fuites et que la chaleur rentre, on peut réparer des choses. On peut par exemple changer l'isolation. En tout cas, on va réparer ce qui peut l'être. Mais si on se rend compte que la température, malheureusement, elle continue à monter encore et encore, on peut commencer à proposer des solutions beaucoup plus radicales. Par exemple, si certains en ont vraiment marre, ils pourraient couvrir le toit de leur maison avec un immense miroir. D'autres fous voudraient modifier le nuage au-dessus de leur maison. Peut-être que d'autres, encore plus fous, installeraient une machine gigantesque pour aspirer la chaleur. En gros, des scénarios totalement bizarres, mais qui, dans des situations extrêmes, pourraient très clairement être envisagés. Et bien en fait, c'est un peu ça la géo-ingénierie pour vraiment résumer grosso modo. Face au réchauffement climatique, certains chercheurs, ingénieurs et même responsables politiques se demandent s'il ne faudrait pas modifier volontairement le climat pour limiter les dégâts. Pas seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui reste quand même la base du problème, mais voilà.
Non, certains préfèrent intervenir directement sur les grands mécanismes de la Terre. Ils voudraient par exemple rendre l'atmosphère un peu plus réfléchissante, retirer massivement du dioxyde de carbone, ou faire en sorte que certains océans absorbent peut-être plus du carbone. Bref, l'idée ne serait plus seulement d'éviter d'aggraver la situation, mais de directement piloter une certaine partie du climat. Et en vrai, pourquoi pas ? Parce que sur le papier, ça peut totalement sembler logique. Si l'humanité a déréglé le climat en rejetant trop de gaz à effet de serre, pourquoi ne pourrait-elle pas corriger le climat avec d'autres technologies ? Après tout, on pourrait faire volontairement ce que nous avons déjà fait involontairement, agir sur la planète entière. Mais il y a très clairement un problème. Le climat, ce n'est pas simplement un thermostat accroché à un mur. C'est très compliqué de réaliser une baisse douce, régulière et juste. À l'heure actuelle, on ne sait absolument pas le faire, Le climat, c'est un système immense, vivant, mouvant, relié à tout. Les océans, les vents, les forêts, les glaces, les nuages, les sols, les moussons, les courants marins, les saisons, etc., etc. Tout ça interagit en permanence. Donc quand on touche un seul élément, on touche aussi tous les autres. On modifie une chaîne entière de conséquences. Ainsi, on ne peut rien prendre à la légère. Bon, pour expliquer un peu plus le domaine, on va prendre l'idée la plus connue, le fait d'injecter des particules dans la stratosphère, qui est une couche haute de l'atmosphère. Ces particules qu'on va injecter sont appelées des aérosols. Ce sont de très petites particules présentes dans l'air qui peuvent être d'origine naturelle ou humaine. En fait, elles peuvent influencer le climat de plusieurs façons, notamment en interagissant directement avec le rayonnement solaire, mais aussi en jouant un rôle dans la formation des nuages et des précipitations. L'effet des aérosols dépend directement de leur composition, de leur couleur, de leur taille, évidemment, de leur emplacement dans l'atmosphère. Cette idée des aérosols est directement inspirée des grandes éruptions volcaniques. Lorsqu'un volcan puissant projette très haut dans l'atmosphère des substances comme le dioxyde de soufre, celles-ci finissent par former des aérosols sulfatés, ou aérosols de sulfate. Ces aérosols, qui sont généralement de couleur claire, réfléchissent une partie de la lumière du soleil vers l'espace, ce qui peut provoquer un léger refroidissement temporaire de la Terre, ce qu'on chercherait justement à obtenir. A l'inverse, tous les aérosols n'ont pas le même effet. Il y a des particules sombres, comme le carbone noir, produit par la combustion du charbon, du gaz ou du bois, qui absorbent davantage le rayonnement solaire et contribuent plutôt au réchauffement de l'atmosphère. Ça, c'est davantage ce qu'on fait depuis la révolution industrielle, malheureusement. Les aérosols peuvent aussi accentuer le réchauffement lorsqu'ils se déposent sur la neige ou la glace, car ils assombrissent ces surfaces normalement très réfléchissantes. C'est donc là que certains scientifiques se sont dit que pour imiter l'effet refroidissant de certains aérosols volcaniques, on pourrait imiter les volcans avec des avions, des ballons ou d'autres technologies capables de disperser dans la stratosphère des particules réfléchissantes, principalement des aérosols clairs comme les sulfates. L'objectif serait donc assez clair, il faudrait renvoyer une partie du rayonnement solaire vers l'espace afin de limiter temporairement le réchauffement climatique. Bon, en vrai, c'est hyper intéressant. Créer un voile hyper fin autour de la planète, assez léger pour laisser passer une partie de la lumière solaire, et assez réfléchissant pour réduire un peu la chaleur, ça va très bien. Mais ça cache un problème énorme. Parce que, comme j'ai expliqué avant, si on change la quantité d'énergie solaire qui atteint la Terre, on ne refroidit pas simplement la planète, on change aussi la circulation des vents. On déplace les zones de pluie, on affaiblit ou renforce certains moussons, on modifie les saisons agricoles. Il y a des régions qui pourraient certes y gagner avec un climat plus supportable, pendant que d'autres subiraient très clairement des sécheresses beaucoup plus graves ou des pluies totalement imprévisibles. Et là, la question devient plus politique que scientifique, parce qu'au final, qui aurait le droit de décider du climat mondial ? Un pays riche ? Un groupe de pays ? Une organisation internationale ? Une entreprise privée ? Et en plus, si une région estime qu'elle souffre à cause d'une intervention décidée ailleurs, qui serait responsable ? Comment faire si une mousson devient trop faible et que des millions de récoltes échouent ? Comment prouver que c'est bien à cause de la géo-ingénierie ? Et même si on peut le prouver, qui va payer ? Qui va réparer ? Qui va arrêter la machine ? Bref, le problème ne concerne pas seulement la nature, ce qui est déjà évidemment énorme, mais aussi la justice. Le climat est partagé par le monde entier, par tous les êtres vivants sur Terre, dont nous les humains faisons partie. Surtout qu'on est dans un monde où les pays qui ont le plus contribué au réchauffement ne sont pas toujours ceux qui souffrent le plus du changement climatique. Malheureusement, les populations les plus vulnérables sont souvent celles qui ont le moins de poids dans les grandes décisions internationales. Au final, une technologie qui prétend pouvoir corriger le climat pourrait simplement reproduire les mêmes injustices que celles qui ont accompagné la crise climatique elle-même. Mais bon, après, comme vous en doutez, il y a d'autres formes de géo-ingénierie. Il y a par exemple le fait de retirer directement le CO2 de l'atmosphère, ce qui peut paraître bien, parce que là, ça ressemble davantage à un système de nettoyage. Mais le fait de planter des arbres, par exemple,
Ce n'est pas du tout magique, hein. Les forêts ça met du temps à pousser, elles peuvent brûler, elles peuvent être coupées, manquer d'eau, parfois remplacer des écosystèmes plus riches. Une plantation industrielle d'arbres tous identiques n'est pas du tout la même chose qu'une vraie forêt. Ça peut totalement stocker du carbone, certes, mais ça peut aussi appauvrir la biodiversité et entrer en concurrence avec des terres agricoles. Et si on part sur des machines directes qui absorbent le carbone, il y a aussi la question du stockage du CO2. En plus, ça demande de l'énergie, des matériaux et des infrastructures. Et le pire, c'est que si on a une technologie qui compense les émissions qu'on refuse de réduire, elle pourrait devenir une excuse pour continuer comme avant. C'est aussi con que d'éponger une baignoire qui déborde sans jamais fermer le robinet. L'éponge, elle va aider, certes, mais elle ne va pas du tout régler le problème principal, le robinet est toujours ouvert. Bon, après, il y a encore d'autres solutions, comme le fait de fertiliser les océans, ajouter des nutriments dans certaines zones marines pour stimuler la croissance de minuscules organismes comme le phytoplancton. Mais là encore, il peut y avoir des problèmes dans les chaînes alimentaires, la création de zones pauvres en oxygène, la perturbation de certaines espèces, et même la production d'autres gaz à effet de serre. Bref, la géo-ingénierie pourrait être une solution, mais pour le moment, il y a beaucoup trop de problèmes. Ces solutions radicales représentent un risque beaucoup trop grand pour notre espèce. Et le problème, c'est que si on commence vraiment à les envisager et à les réaliser, certes, elles pourraient réduire certains symptômes, mais elles laisseraient quand même le problème de fond s'aggraver. Par exemple, si on prend une technique qui renvoie davantage la lumière solaire pour faire baisser temporairement la température moyenne, elle ne retire pas le CO2 de l'atmosphère. Les océans continueraient à s'acidifier, parce que le CO2 se dissout dans l'océan et modifie sa chimie. Les écosystèmes continueraient forcément à subir la pression. Et ce qui est peut-être pire, c'est que si l'intervention est arrêtée brusquement, on arrive là dans un scénario un peu apocalyptique, parce que la température pourrait remonter très vite, parce que les gaz à effet de serre seraient au final toujours là. C'est pour ça que je parle de ça dans cette vidéo. Le risque d'arrêt brutal de l'un des scénarios, c'est le truc vraiment inquiétant. Imagine qu'un programme mondial de modification solaire commence et qu'il soit d'un coup interrompu par une crise. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ce serait interrompu? On peut continuer facilement. Sauf que notre monde est assez incertain, si vous savez pas. On vit dans un monde où il y a quand même des guerres, qui pourront éviter la Troisième Guerre mondiale, même si ce n'est pas chose faite du tout. De plus, il peut y avoir une crise économique, un accident, évidemment des changements politiques, des désaccords entre pays. Pendant des décennies, la technologie aurait peut-être réussi à masquer le réchauffement climatique. Et si d'un coup elle s'arrêtait, la chaleur retenue par les gaz à effet de serre se manifesterait rapidement. Déjà que les sociétés et les écosystèmes ont déjà du mal à s'adapter à un réchauffement progressif, alors là, si on affrontait une hausse encore plus soudaine que celle prévue à la base, ça serait la cata, Au final, la géo-ingénierie n'est pas le problème principal, elle cherche simplement à panser les blessures de la Terre. Tout ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de soigner quelqu'un pendant que quelqu'un d'autre est en train de le poignarder. Le jour où on arrêtera de poignarder la Terre, alors peut-être que la géo-ingénierie servira vraiment. À voir. Bon, maintenant, passons à un niveau au-dessus, niveau risque. Parlons d'un sujet qui est encore plus d'actualité, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le mot qu'on entend sur toutes les bouches en ce moment. Quand on associe Apocalypse et IA, on imagine directement une intelligence artificielle dangereuse avec des robots tueurs, une machine consciente qui déciderait de tuer l'humanité, et en réalité le risque avec l'IA est beaucoup moins spectaculaire. Cependant, il peut être en réalité beaucoup plus piégeux. Une IA n'a absolument pas besoin de haïr les humains pour leur nuire, et il est là le problème. Une IA peut devenir dangereuse simplement parce qu'elle est puissante, rapide, utilisée partout, et qu'elle poursuit un objectif mal défini. Et le cœur même du problème s'appelle l'alignement. Une IA totalement alignée ferait ce que nous voulons vraiment, pas seulement ce que nous avons écrit dans une consigne imparfaite. Or, nous les humains, nous avons tendance à très mal formuler nos objectifs. On utilise des phrases floues, des valeurs implicites, des exceptions et du contexte. Il faut donc faire en sorte que la machine apprenne toutes nos nuances. Si elle ne les comprend pas, elle peut optimiser un chiffre tout en détruisant ce qui compte réellement. Alors certes, à petite échelle, ce genre d'erreur peut être gênant, mais on s'en fout assez clairement. À grande échelle, en revanche, ça peut vite devenir catastrophique. Même s'il y a toujours un humain qui reste officiellement responsable, il pourrait finir par ne plus comprendre ce que le système recommande. Pourquoi? Parce que plus l'IA devient complexe, plus elle ressemble simplement à une boîte noire. Pire encore, le danger augmenterait fortement si l'IA devient capable d'écrire du code, de piloter des robots, de négocier avec des humains, d'aider à la recherche, de concevoir des stratégies économiques ou même de manipuler l'information, des scénarios qui seront fortement possibles d'ici rien que quelques années. L'IA pourrait alors déclencher une cascade d'effets incontrôlables. On peut déjà voir ça avec une version plus faible, les algorithmes de recommandation.
Si l'objectif est de maximiser l'attention et qu'on ne précise rien d'autre, le système peut favoriser la colère, la peur, le conflit, les théories extrêmes, non pas parce qu'il veut volontairement diviser la société, mais simplement parce que ça fonctionne. L'objectif officiel ici c'est l'engagement, et ce qui marche c'est souvent ce qui choque, ce qui énerve, ce qui polarise. Le problème c'est que le résultat réel, lui, peut être la polarisation. Donc le danger ne commence absolument pas quand une machine devient consciente, il commence directement quand des systèmes automatiques influencent massivement nos choix, nos croyances et nos institutions. La désinformation est actuellement le risque le plus visible. Une IA peut produire du texte, mais aussi des images, des voix, des vidéos réalistes assez rapidement. Dans le futur, elle pourrait imiter des dirigeants, inventer une fausse preuve, saturer les réseaux sociaux ou noyer la vérité sous des milliers de contenus contradictoires. Après, certains se diront « ouais, mais les gens ne vont pas croire à un message précis sur du long terme ». Certes, mais le gros risque sur le long terme, c'est qu'ils finissent par ne plus croire en rien. Je le vois déjà personnellement quand des amis me montrent des vidéos à la con qu'ils ont trouvées sur Instagram. Il m'arrive de me dire « non, mais ça c'est une vidéo générée par IA », alors qu'au final, ce n'est pas du tout généré par IA. Donc, au-delà du problème de croire trop facilement à des conneries, il y a aussi le problème inverse, ne plus croire en rien. Il y a déjà des gens qui ont cru que moi, personnellement, j'étais une IA. Bon, j'avoue que j'abuse un peu pour le moment, on continue de croire en des choses. Mais sur le long terme, on pourrait très clairement arriver dans une société qui ne saurait plus distinguer le vrai du faux, et donc dans une société beaucoup plus divisée, évidemment plus fragile. En vrai, on y est peut-être déjà. Bon, après, ce dont je parlais avec les algorithmes de recommandation peut se produire à une toute autre échelle. Une IA qui cherche à optimiser en permanence encore et encore peut mener à des catastrophes énormes. Je vous invite d'ailleurs à voir la merveilleuse vidéo d'Ego, la vidéo la plus populaire, qui traite justement de cette escalade qui peut être provoquée par une IA qui chercherait simplement à optimiser la vente de trombones. Mais bon, ce à quoi on ne pense pas tout de suite dans un premier temps, c'est simplement le fait que l'IA peut amplifier presque tous les risques. Risques biologiques, militaires, financiers, climatiques, politiques, l'IA peut juste agir comme un accélérateur général. Je vous donne un exemple. Une IA qui aide à concevoir une molécule utile peut aussi aider à concevoir une molécule toxique. Évidemment, une IA peut aussi accélérer le développement des armes nucléaires, elle peut aussi amplifier les crises financières en augmentant la puissance d'un système financier instable. En gros, ça peut faire toutes les conneries du monde. Et il y en a une belle de conneries à laquelle on ne pense pas encore. Il y a aussi le risque de dépendance. Parce que si certains pensent qu'il suffit de débrancher l'IA, il faut penser au fait qu'elle peut être difficile à arrêter si elle gère par exemple des hôpitaux dans le futur, des banques, des transports, des chaînes logistiques, des réseaux électriques ou des systèmes de défense. C'est logique, plus une technologie devient utile, plus nous dépendons d'elle, et plus nous en dépendons, moins le bouton d'arrêt sera simple à utiliser. Pour le moment, ça peut nous paraître simple à arrêter, mais dans quelques années, le fait d'envisager d'arrêter l'IA sera simplement inconcevable. Il y a quelques décennies, empêcher le développement d'Internet n'aurait pas dérangé autant de personnes qu'aujourd'hui. Maintenant, je pense sincèrement que si on enlève Internet à quelqu'un, la personne risque d'exploser. Source scientifique véridique. Mais bon, ça ne veut pas dire que l'IA est seulement une menace. Elle peut au contraire aider à diagnostiquer des maladies, économiser de l'énergie, traduire des langues, rendre l'éducation peut-être plus accessible. Après, je ne vais pas parler de l'IA dans l'art. Je serais ravi d'en parler, mais pas sur cette chaîne. Surtout que j'ai un avis qui est assez négatif comme la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont très positifs, donc c'est assez inquiétant. Mais bon, elle pourrait aussi aider à prévoir des catastrophes naturelles, l'IA. Et je l'espère, très probablement, accélérer la recherche scientifique. Bon. Le problème, en fait, n'est pas juste que l'IA existe. Ça, c'est inévitable. Le problème est de savoir si nous pouvons la rendre fiable, contrôlable et compatible avec des sociétés humaines libres. La sécurité va devoir progresser aussi vite que les capacités. Donc au final, la peur de l'IA est utile seulement si on se pose les bonnes questions derrière. La question, quand est-ce que les robots vont se rebeller, ça ne mène pas à grand chose, sauf si vous voulez faire un petit scénario de science-fiction. Il faudrait plutôt se poser des questions comme quel système sommes-nous en train de rendre dépendant de l'IA? L'objectif de l'IA correspond-il vraiment à ce que nous voulons? Que devons-nous refuser d'automatiser, même si c'est possible? Voilà des questions qui peuvent être intéressantes. Donc le danger, au final, n'est pas qu'une intelligence artificielle se réveille un matin avec l'envie de détruire le monde, ça normalement ça n'arrivera pas. Le danger le plus crédible, c'est plutôt qu'on crée une intelligence très puissante avant d'avoir appris à lui donner de bonnes limites. Et là, c'est la merde. Bon, enfin le scénario le plus réaliste, le risque nucléaire. J'avoue que ça n'a rien d'une hypothèse lointaine, car tout existe déjà.
Les armes sont déjà présentes, elles ont été testées, elles ont déjà détruit des villes évidemment, ça va bientôt faire un siècle que les armes nucléaires accompagnent l'humanité comme une menace permanente, donc tout ça est déjà assez inquiétant. Mais bon, à la base, les armes nucléaires sont nées d'une découverte scientifique tout bonnement incroyable. Les scientifiques ont compris que le cœur de l'atome contient en réalité une énergie immense. Je tiens à préciser que ce n'est absolument pas dans un sens mystique. Dans une réaction nucléaire comme la fission, le noyau d'un atome lourd se casse en noyaux plus légers. La masse totale après la réaction est légèrement plus faible qu'avant, et c'est cette différence qui devient de l'énergie sous forme de chaleur, de rayonnement et d'énergie cinétique. C'est là que le fameux E est égal à mc au carré entre en jeu. Au final, cette connaissance n'est donc absolument pas mauvaise. Comprendre la matière, ça relève de la science la plus importante. Mais lorsque cette découverte est entrée dans la logique de la guerre, ça a changé d'échelle. Ce qui était une avancée physique incroyable est devenu un moyen d'effacer une ville en quelques secondes. Et une guerre nucléaire, même si elle est limitée au départ, pourrait avoir des conséquences évidemment mondiales. Si plusieurs villes brûlent, les incendies massifs peuvent envoyer d'énormes quantités de fumée dans l'atmosphère. Cette fumée peut bloquer une partie de la lumière solaire, faire baisser les températures, perturber les pluies, affaiblir les récoltes. C'est ça l'idée principale de l'hiver nucléaire. Moins de lumière, moins de chaleur, des saisons agricoles déréglées, des cultures fragilisées. Donc le danger ne serait pas seulement de mourir dans l'explosion, ce serait aussi de survivre dans un monde où produire de la nourriture devient beaucoup plus difficile. Le nucléaire est donc très différent de beaucoup d'autres risques scientifiques. Là, on n'est plus sur une possibilité théorique. L'existence des bombes nucléaires repose sur une idée abominable. Pour empêcher l'autre d'attaquer, on lui promeut une destruction insupportable. C'est simplement la logique de dissuasion, c'est connu, si tu me détruis, je te détruis aussi. Et il est vrai que cette logique a peut-être évité certaines guerres directes entre grandes puissances, mais elle place maintenant l'humanité dans une situation fragile où la sécurité dépend directement de la peur, et encore plus effrayant, de la rationalité des dirigeants. Bon, après le risque le plus effrayant n'est pas seulement le fait qu'un dirigeant décide volontairement d'utiliser l'arme nucléaire, même si c'est déjà bien effrayant. Le risque d'enchaînement de confusion, de panique, de fausses alertes, de mauvaise communication, ça c'est quelque chose de terrifiant parce que ça pourrait conduire à une décision irréversible. Dans une crise nucléaire, les dirigeants peuvent n'avoir que quelques minutes pour réagir. Quelques minutes seulement pour distinguer une vraie attaque d'une erreur. Quelques minutes pour décider du sort de millions de vies. Le fait que tout se modernise et s'améliore n'est pas forcément une bonne chose, et peut très clairement aggraver les risques. Avec des capteurs plus précis, des communications plus rapides, des systèmes automatisés, on peut simplement rendre la guerre plus rapide au lieu de réduire certaines erreurs. On peut la rendre plus complexe, plus dépendante de machines difficiles à comprendre, et à ce moment-là, la prudence risque simplement de disparaître. Et c'est là qu'on peut encore faire le lien avec l'intelligence artificielle. Des systèmes automatiques qui analysent des signaux militaires, repèrent des menaces ou recommandent des réponses, peuvent influencer des décisions nucléaires sans appuyer eux-mêmes sur le bouton. L'IA peut faire une erreur, ce n'est pas nouveau. Ce que je veux dire, c'est que le risque ne vient donc pas seulement de la volonté de détruire, il peut aussi venir de l'escalade. Chaque étape peut sembler rationnelle sur le moment, chacun peut croire qu'il ne fait que répondre, mais l'ensemble peut conduire à un point où reculer devient presque impossible. Plus il y a d'acteurs nucléaires, plus le système devient instable. Et malheureusement, tout ça, c'est triste à dire, mais c'est trop tard. Certaines technologies sont si dangereuses que leur simple existence crée un risque. Mais elles existent déjà. On a quand même encore le temps de les sécuriser, signer des traités, limiter les arsenaux, maintenir des canaux de communication, éviter d'être trop agressif, ne pas arriver et menacer de prendre le Groenland, éviter de commencer des guerres sous des prétextes à la con, et là tout ira bien. Mais malheureusement, ce n'est pas dans notre univers à nous ça. Un autre problème qui peut paraître assez insignifiant, c'est que le risque nucléaire est très difficile à garder en tête parce qu'il est beaucoup trop grand. Notre cerveau supporte mal les menaces immenses et silencieuses. Les armes elles-mêmes sont dans des silos, dans des sous-marins, dans des bases militaires, elles sont en réalité partout dans le monde. Malheureusement, ou plutôt heureusement, ça ne fait pas la une tous les jours. Donc au final, on finit par s'y habituer, et ce qui était anormal se transforme au final en décor. Les armes nucléaires montrent en réalité le visage le plus concret du risque scientifique. La science a ouvert une porte dans la matière qui est incroyable. Et le problème, c'est que la guerre a foncé d'un tête baissée. Dans les scénarios de catastrophes scientifiques, le nucléaire arrive évidemment en tête parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'imagination. Les armes existent déjà, les tensions existent, les erreurs existent, les dirigeants humains à la con existent avec leurs peurs, leurs orgueils, leurs calculs, leurs limites. Tout est là. Le danger, ce n'est pas un monstre caché dans un laboratoire, c'est simplement une décision possible dans un monde totalement instable comme le nôtre. Je sais que j'avais dit aujourd'hui qu'il fallait mettre un coup de poing dans les burnes de la science, mais je ne peux pas.
La science n'est absolument pas dangereuse parce qu'elle découvre trop de choses. Elle devient dangereuse quand ses découvertes sont placées au service de systèmes humains qui ne savent pas assez bien se retenir. On ne va pas dire que l'art est dangereux, et pourtant il peut très clairement servir de propagande pour un mauvais régime. L'atome, lui, il ne veut rien. La bombe, elle, c'est une intention humaine. La science en elle-même n'est pas l'ennemi, elle est simplement une manière de comprendre. La science éclaire ce qui est invisible, mesure ce qui semble mystérieux, ouvre des possibilités que personne n'aurait jamais imaginées. Grâce à elle, nous soignons, nous communiquons, nous cultivons, nous explorons, nous prévoyons, nous réparons. Le problème commence simplement quand notre capacité à inventer avance plus vite que notre capacité à décider ensemble de ce qu'il faut faire de nos inventions. J'avoue que là je n'ai pas de source et c'est un avis assez personnel, mais j'aurais tendance à dire que la science avance bien plus vite que la politique. Au fond, la question n'est pas simplement de savoir si l'humanité est trop curieuse, car la curiosité est l'une de nos plus belles forces. La vraie question est plus simple, plus inconfortable évidemment, et beaucoup plus urgente. Serons-nous assez responsables pour survivre à ce que nous sommes capables de découvrir ? Bon, voilà pour cette vidéo. J'avais dit qu'on allait s'amuser, mais au final, je suis en dépression. Bon, après, il ne faut pas perdre espoir en l'humanité. J'avoue que l'éventualité d'une unification de l'humanité paraît assez loin pour le moment, mais on ne sait jamais. Il faut juste arrêter d'avoir peur bêtement de tout ce qui touche à la science et de tout ce qu'on ignore. Certes, on a toujours peur de l'inconnu, mais parfois l'inconnu peut devenir la plus belle chose dans ce monde. Bref, tout ça pour dire, la science, c'est merveilleux, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter, booster la vidéo, faites tout ce que vous voulez en fait. Un grand merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement. Pour le moment, je ne peux pas vivre de YouTube, donc chaque petit don, même de 1€ est une avancée dans ce rêve. Merci bien évidemment à Brevo d'avoir sponsorisé la vidéo. Si chaque vidéo était sponsorisée, j'avoue que je m'en sortirais un poil mieux financièrement, parce que là j'avoue que c'est la cata. Mais sinon, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire, continuez de rêver, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux. À la prochaine.